quelle ambition pour notre agriculture? Quelle est la place de l'agriculture dans le plan de relance du gouvernement? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle est suffisante? On se demandera quels sont les enjeux de la PAC à venir. Alors, il y a aujourd'hui une dimension développement durable à la PAC. Ça a été l'objet de négociations avec les organisations syndicales, n'est-ce pas? Stéphane Sanchez, la FNSEA notamment, a pesé pour que les questions de développement durable soient représentées à leur juste place dans la PAC. Il y a tout à la fois l'enjeu du verdissement, mais il y a aussi un enjeu de productivité de notre agriculture. C'est formidable de vouloir verdir la production, mais il faut aussi une production suffisante en qualité, en quantité pour répondre à la demande. C'est toute la question de la compétitivité de l'agriculture française qui est en jeu. Alors, avec nous, Stéphane Sanchez, FDSEA Grand Bassin Parisien, Daniel Sauvêtre, vous êtes le président national de la filière pomme-poire, et Alexis Roux-de-Bézieux, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend parfaitement. Président des épiciers de France. Je vais rappeler au passage que vous avez sur votre écran, tous ceux qui nous suivent, des onglets en bas qui vous permettent d'échanger, de poser des questions. C'est l'onglet Q&R, questions et réponses. Tout au long de cette heure, vous pouvez adresser vos questions. Elles peuvent être très directives, adressées à l'un d'entre vous. Elles peuvent être collectives. Vous pouvez aussi nous faire des remarques et évidemment, je les partagerai avec tous ceux qui nous suivent. Premier point peut-être, les négociations prix dans le secteur de la grande distribution. Je voudrais peut-être vous donner la parole, Daniel Sauvêtre, filière pomme-poire. On va pas revenir peut-être sur les difficultés que vous avez rencontrées pour mobiliser de la main-d'œuvre. On rappelle que le prix homme de la cueillette représente l'essentiel du coût de production. Corrigez si je me trompe, vous avez eu des difficultés. J'ai lu au passage, et je l'ai même relayé dans mes émissions à la télévision, que les Marocains sont venus au secours des Corses. Vous avez dû Oui, voir cette c'est vrai. affaire-là. C'est pas pomme-poire, mais c'est en tout cas de la cueillette. Le mille marocain qui était nécessaire en effet pour la C'est clémentine. ça. Les clémentines de Corse, la saison évidemment elle est assez courte, et les Corses ont fait appel à de la main-d'œuvre marocaine pour réussir la cueillette, la phase de la cueillette. Bon, Daniel, d'abord, les négociations avec la grande distribution, où en êtes-vous? Oui, alors les négociations avec la grande distribution, il se trouve que les pommes fraîches ou les poires ne sont pas concernées par les négociations annuelles. Mais en revanche, on a publié un communiqué hier au titre de la FIDEM, puisque une partie de nos fruits, quand ils ne sont pas consommés en frais, sont transformés en compote. Et il se trouve que cette année, comme la récolte de pommes françaises est une petite récolte et plutôt de belle qualité, donc avec peu d'écart de tri, et donc on a une offre faible, et donc les prix ont flambé, enfin flambé au sens de nos acheteurs, puisque les prix des pommes destinées à la transformation à la compote ont augmenté entre 40 et 70% au mois de septembre par rapport à l'an passé. Et donc, on est intervenu justement pour que les distributeurs comprennent cette situation et dans les boxes de négociation, ne tordent pas trop le bras des transformateurs pour pouvoir accepter, d'autant plus qu'il s'agit de hausses ramenées au petit pot de compote, c'est de l'ordre de 1 à 2 centimes. Mais pour autant, ça a l'air d'être extrêmement difficile de les obtenir. Et par effet de contre-coup, c'est la production qui risque d'en pâtir, puisque on voit des mots d'ordre assez clairs de la distribution aujourd'hui qui disent oui, bon, écoutez, on a vraiment envie d'acheter français, mais si vous pouvez nous trouver des pommes ailleurs en Europe qui seraient moins chères, passez outre, quoi. Donc voilà. Et c'est ce Notre qui se système, produit? C'est ouais, ce qui se mais produit, ça ne se Daniel, oui? produit pas aussi facilement que ça, parce que finalement, la distance pour transporter des pommes qui sont lourdes et pas chères, finalement, on arrive avec des différentiels de prix au départ à ne pas avoir un si gros intérêt que ça. Mais nécessité fait loi, et on pourrait, enfin, on craint quand même que la pression trop forte de la distribution ne conduise par tous les moyens, à essayer de casser cette vraie valeur nécessaire, puisque
on parle de prix de pommes à la transformation qui sont de l'ordre de 30 centimes, quand les coûts de Ouais. production sont de 45. Donc, Mm. voilà, donc le message que l'on a auprès de la distribution aujourd'hui, c'est de dire regardez les réalités. Vous savez que les lois Egalim, moi, j'ai jamais cru que ça n'avait d'autre effet que psychologique, mais mettez-y de la bonne volonté pour regarder attentivement et accepter la réalité Je, d'une je variation qui précise, revient. je précise un peu ma question d'ailleurs. Est-ce que c'est le Oui. cas et puis on fait tourner la parole, est-ce que c'est le cas de l'ensemble des enseignes? J'observe Non, que non, 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 c'est pas, non, certaines, non, oui, non, c'est non, ça, c'est se pas, non, distinguent. non. Il y a un niveau de compréhension qui peut varier justement selon les enseignes et sans faire de. On va dire que quelque part, les patrons propriétaires sont quelquefois plus attentifs que des groupes très centralisés. Bon, ça veut dire Intermarché, Leclerc, Système U sont des groupes coopératifs dans lesquels les dirigeants des magasins sont aussi propriétaires, se comportent différemment, c'est ça? Oui, enfin, il y a Des groupes intégrés. une sensibilité un peu entrepreneuriale un peu différente peut-être, oui, ou la compréhension. Maintenant, il faut voir à l'arrivée ce qui se passera, quoi. Bien, peut-être un tour de table. Alexis Roux de Bézieux, président des épiciers de France, vendez des pommes aussi, j'imagine, dans une logique des pommes, des poires, dans une logique de distribution tout à fait différente. Votre commentaire sur les prix cette année? Alors, les prix, nous, on a pris 10 centimes sur la pomme et la poire bio, mais on a une négociation en fait qui est de gré à gré avec un producteur depuis 3 ou 4 ans. L'année dernière, il voulait nous passer une hausse de prix. Après une journée passée dans son champ, il m'a dit « Tu m'es sympathique, donc je ne te passe pas de hausse de prix ». Cette année, il a passé une hausse de prix, mais on l'a répercuté, on ne l'a même pas discuté. En fait, on privilégie une logique de long terme, et c'est vrai que quand vous connaissez votre contrepartie, et que vous passez du temps avec elle, vous n'êtes pas juste dans un rapport de prix. Donc, ce que vous dites sur les patrons propriétaires, entre guillemets, c'est à mon avis quelque chose que je vis au quotidien quelque part. L'enjeu en termes de quantité, vous êtes président des épiciers de France, pour représenter quelle part du marché sur ce produit qui est un produit très populaire? Alors, ça va être totalement anecdotique. Nous, on a 3 segments de marché. On a les épiciers ethniques, les épiciers pratiques ou multiservices de proximité en centre-ville ou en périphérie, qui sont des magasins d'indépendants qui se fournissent souvent auprès de centrales d'achat qui sont elles-mêmes issues de la distribution. Mais la part qu'on va représenter, je ne sais pas, je sais même pas, je n'ai pas les chiffres, mais c'est à mon avis moins de 1%. Enfin, Pas bien. déjà 1%. C'est peut-être moins de 1% en volume, mais peut-être pas en valeur. Ça peut être 1% en volume et puis le tout. Probablement pas. Bon. Probablement pas. Daniel Sanchez, FDSEA, grand. Alors, c'est Stéphane, pas loin. Stéphane, pardon. Stéphane Sanchez, vous représentez la FDSEA, grand bassin parisien. Votre petit mot sur cette question des négociations actuelles. Pourquoi? Parce que bon, j'ai l'air d'insister sur cette question, mais c'est important, la question du prix, parce que c'est la question de la rémunération. Et c'est quand même une loi des reins de l'économie que quand on ne rémunère plus le producteur, il n'y a plus de production. Donc il y a un enjeu qui est au fond, si on le pose en termes politiques, un enjeu de sauvegarde de l'agriculture française. Alors, cette question du prix, dans le secteur agricole, la difficulté qui a été maintes fois évoquée, c'est dans le marché de l'offre et la demande, lorsque les parties, que ce soit l'amont ou l'aval, sont de taille équivalente et représentent un poids économique qui peuvent effectivement négocier, le prix se fait naturellement sans la médiation de quiconque. C'est comme ça que le commerce existe depuis l'origine des temps. Dans le secteur agricole, c'est compliqué parce que l'amont, au départ, n'était pas forcément organisé pour faire appel à des centrales d'achat, à des groupements d'achat, etc. Justement, ces groupements d'achat étaient souvent en plus réunis, il y en avait très peu, et il y avait un déséquilibre. Ce qui fait que la fixation du prix a été forcément pas une marche en avant, mais une marche en arrière. Souvent, la FNSEA a souvent reproché que, en gros, le prix qui arrivait à l'agriculteur était déjà dégrévé de tous les acteurs de la filière. Et donc, tout le travail de la FNSEA au niveau de la loi Egalim, c'était une marche en avant. Hein. Vous entendez encore la présidente Christiane Lambert expliquer qu'il faut qu'il y ait une marche en avant. Mais pour qu'une marche en avant se fasse, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, il faut que l'amont soit organisé. Donc, il y a les OP, etc., les associations, pour qu'ils se réunissent et puissent
eux-mêmes, sur la fixation de leur coût de revient, pouvoir fixer un prix avec une marge et négocier sur cette base-là. Alors, ça se faisait bien dans certaines filières, beaucoup moins bien dans d'autres. C'est extrêmement difficile de parler d'une généralité, tant les filières sont verticales et tant elles ont toutes un historique qui varie d'une filière à l'autre. Et cette marche en avant, elle est dans les textes, on peut effectivement le prévoir, comme la loi Egalim, mais si derrière, il n'y a pas une modération, et c'est ce qui blesse aujourd'hui dans la loi Egalim, c'est qu'il n'y a pas une modération, c'est-à-dire qu'on laisse aux interprofessions le soin de pouvoir travailler. Or, dans une interprofession, il faut l'unanimité. Donc, s'il y a l'unanimité des voix, à un moment donné, dans les interprofessions, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Dans les interprofessions, les relations sont moins bonnes, ça, c'est beaucoup plus problématique. Ça, c'est le premier facteur qui fait que, sur les négociations nationales, au niveau du Grand Bassin parisien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une zone de grande culture. Et là, on est sur une autre problématique qui sont des cours mondiaux. On est moins emprunt, à part les produits finis où on rentre dans des négociations avec les centrales d'achat, la farine, le sucre, et encore le sucre sur les cours mondiaux. Mais sur le blé, par exemple, là, on n'est plus dans le cadre de la loi Egalim, on est effectivement sur des cours mondiaux et sur d'autres problématiques qui sont aussi complexes. Comment justement pouvoir valoriser le blé, notamment sur les marchés export, et être compétitif par rapport à l'Ukraine ou à la Russie, enfin sur les pays de la mer Noire. Donc on est sur ces deux segments qu'il faut effectivement associer derrière à toutes les autres problématiques, qu'elles soient sociétales, sanitaires et autres. Juste d'un mot pour les uns et les autres, il se trouve que je discutais il y a très peu de temps avec un dirigeant de la grande distribution qui m'annonçait une sorte de retour de la guerre des prix. Alors, le contexte macro, vous le connaissez tous, hein, c'est tension sur les revenus, tension sur les salaires, situation sociale qu'on a qualifiée de dégradée, même si les revenus ont été mis sous cloche. Il y a quand même un écart de plus en plus fort en France entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont plus. Et donc, la bataille du pouvoir d'achat, la guerre des prix est une guerre, ça fait toujours des morts. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que cette année, on rentre finalement dans une période de haute tension et que tous les vœux, alors ce pas des vœux pieux, hein, je crois qu'il y avait une part de sincérité, en tout cas que cette question de la répartition de la valeur soit poussée comme la poussière sous le tapis, un peu oubliée dans la période dans laquelle on rentre, Daniel Sauvêtre. Là, vous vous adressez à la mauvaise personne parce que moi, je n'ai jamais cru à la répartition de la valeur. Je ne comprends pas ce que ça veut dire parce que chaque jour dans mon entreprise, j'essaie de faire du mieux possible sur le marché pour tirer chaque centime qui m'est nécessaire. Et c'est vrai que je me préoccupe pas assez peu, si jamais j'ai une variété rare, prisée, et de gagner un peu ma vie avec. Je n'ai pas forcément envie de baisser mon prix pour permettre aux distributeurs de gagner plus. Je ne sais pas comment ça marche, ça, je n'ai jamais trop compris. Dans notre métier des fruits et légumes, chacun essaie d'optimiser les cartes qu'il a en main, la qualité, la relation qu'il a. Et puis, je pense que le distributeur lui-même, il essaie d'avoir l'achat le plus pertinent, quelquefois de préférer la qualité en payant un peu plus cher parce que son rayon est plus animé. Donc, la répartition de la valeur, franchement, alors là, je fais attention à ce que je dis parce que ça touche, les autres filières peuvent le vivre différemment. Mais dans nos fruits et légumes frais, la formation du prix, elle se fait par l'offre et de la demande encore aujourd'hui. Et on a un peu moins peut-être ces situations de décalage de négociation puisque les canaux de distribution sont multiples. Et il faut bien que l'on reconnaisse qu'on a dans nos opérateurs, les opérateurs de la NPP me disent que les relations avec la grande distribution ne sont pas épouvantables, loin de là, et qu'il y a la reconnaissance de la valeur quand la qualité est là, et ainsi de suite. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais voilà. Et puis, quand il y a une rareté, les prix sont plus élevés. Et quand on a une récolte abondante comme l'an passé avec des petits calibres, du côté de l'offre, il y a tendance à faire des concessions sur le prix pour essayer d'augmenter les ventes. Enfin, ce que l'on vit, c'est vieux comme l'histoire du monde, hein. Il y a des vraies différences aujourd'hui par la puissance des opérateurs, en effet, mais sur le fond, ça reste encore un marché très, très, très segmenté, très, très fin en fonction des produits que l'on a à négocier, de leur valeur intrinsèque. Notre capacité de production, elle augmente en France. On a une offre qui, en volume, en valeur,
qu'apportent les deux d'ailleurs, est stable ou augmente en croissance? En pommes, les volumes sont à peine stables, plutôt tendanciellement un peu à la baisse, mais pour une raison qui est hors de nos frontières, puisque sur le marché national, pommes, poires, alors poires, on est déficitaire de la moitié de notre consommation. En pommes, en revanche, on a largement la capacité à achalander le marché et on a besoin des marchés extérieurs. Donc là où on se fait tailler des croupières, c'est justement à l'exportation, puisque pour les variétés internationales, eh bien, elles sont devenues une forme de matière première quoi, dans la Ouais. cotation. Elle se fait, si jamais je suis serbe et que j'offre une gala de belle qualité sur les marchés du Moyen-Orient, aujourd'hui on a besoin d'un différentiel de prix de 25 à 30%, eh bien les acheteurs tout doucement se disent oui, on aime bien la France, votre drapeau français, votre qualité, votre sécurité sanitaire, mais 30% de différence ou 25% de différence sur une pomme d'une même variété. Donc on est à la peine. Et donc la stratégie nous faut mettre en œuvre, comme en France, eh bien, c'est d'arriver aussi sur ces marchés avec une offre différenciée, des variétés qui soient typiquement d'origine France et qui ne soient pas en concurrence directe avec ce qui se produit en Serbie. Mais comme vous le savez, ça ne se fait pas un jour. Donc Non. Alors, recherche de marché de niche, donc recherche de différenciation de marché de niche. Je voudrais qu'on dise peut-être deux mots. On va l'évoquer avec vous, Stéphane Sanchez. La place de l'agriculture dans le plan de relance. Bon, d'abord, à titre personnel, je ferai ce commentaire. Moi, j'ai quelques heureuses surprises avec le ministre de l'Agriculture. Je le sens d'abord compétent. C'est un homme qui a une formation académique sur des sujets qui sont très techniques. L'agriculture, c'est pas simplement jeter des graines par terre. Tout le monde a compris aujourd'hui que c'est un métier très technique, voire même un peu plus techno. Lui, il a une sensibilité à toutes ces préoccupations. Est-ce que vous pensez que dans les arbitrages, Stéphane Sanchez, la place de l'agriculture, de l'agroalimentaire, enfin de la filière, sa place est suffisamment forte, significative dans le plan de relance? C'est déjà bien que l'agriculture y soit, parce que qui dit plan de relance dit que tout le monde, bien évidemment, sur une crise qui touche tous les secteurs, plus certains secteurs que d'autres, c'est déjà bien que nous y soyons. Alors après, comment dire, on a tendance à dire la plus belle femme du monde ne donnera que ce qu'elle a. Donc, il ne faut pas non plus attendre du plan de relance qui va révolutionner quoi que ce soit. Tout ce qui est plan de relance peut aider, notamment dans les filières un peu qui sont plus peinées que d'autres et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais c'est pas le plan de relance qui va égayer d'un seul coup les agriculteurs qui ont effectivement été le plus touchés par le changement des habitudes de consommation liées à la crise sanitaire. Mais en même temps, ils ont été touchés, c'est vrai, mais l'alimentation, c'est un besoin physiologique. C'est pas l'activité, c'est pas l'industrie, si vous préférez, qui a été la plus impactée pendant la période qu'on vient de vivre. Oui, mais là encore, je ne dis pas que ce n'est pas bon, je pondère. Aujourd'hui, on est face à des problématiques. On a parlé effectivement de la loi Egalim et la structuration. Pour moi, les problématiques essentielles aujourd'hui, si on veut regagner de la plus-value, comme disait M. Sauvêtre, c'est soit en amont l'organisation, parce que dans les filières organisées où l'amont est organisé et l'aval est organisé, et que la confiance, qui est le nerf de la guerre dans les relations commerciales, existe, il y a de la plus-value. On ne peut pas dire qu'il y a des filières qui ne fonctionnent pas. Et la répartition de la plus-value, c'est vrai que c'est un terme qui fait bondir, parce qu'on ne devrait même pas se poser la question de la répartition de la plus-value. C'est-à-dire que les acteurs sont autonomes, ils ont quelque chose à vendre, ils ont une qualité, ils ont une proximité, ils répondent à l'offre, à la demande en temps et en heure, et donc il y a une valeur. Et cette valeur-là, soit ils la captent, soit ils ne la captent pas. Et s'ils ne la captent pas, c'est qu'ils sont désorganisés ou c'est qu'il y a un déséquilibre. Et c'est ce fameux déséquilibre de filière à filière qu'il faut regarder. Ça, c'est effectivement pour moi la problématique. La consommation, elle évolue chaque année. Là, cette année, on vit une crise quand même sans précédent. Mais on a aujourd'hui notre problématique qui est pour moi essentielle, c'est la question de l'entrée de gamme.
Et pas, on est dans une logique politique depuis quelques années, et ce n'est pas que ce gouvernement, de monter en gamme. Oui. Là, pour moi, je vois un risque. C'est que la montée en gamme ne prévaut que si le consommateur est prêt à payer plus. Alors, monter en gamme, c'est plus cher. oui, je vous arrête juste une seconde, parce que ça, c'est une question fondamentale. Ça vous concerne, vous, ça concerne aussi de nombreux autres secteurs français. Est-ce que notre vocation, ce n'est pas précisément de produire de la valeur? On voit bien qu'il y a, par exemple, des différentiels de compétitivité qui sont liés, quand on se compare avec nos voisins. Vous êtes d'accord sur le fait que c'est un marché mondial. Daniel Sauvette nous parlait des pommes polonaises. Le marché est ouvert. Bien, par rapport aux conditions de production en Pologne, nous serons toujours moins compétitifs. On est moins compétitif sur le terrain des coûts de production, on est moins compétitif sur le terrain de l'utilisation de certains produits phyto qui sont interdits en France, qui sont autorisés ailleurs. Est-ce que définitivement, on n'a pas perdu, Stéphane Sanchez, cette bataille de l'access, ce que vous appelez l'entrée de gamme? Eh bien, je ne pense pas, parce que notamment la crise que nous vivons aujourd'hui prouve que les marchés sont ouverts, ils peuvent se fermer demain, très vite. Ouais. Ça, c'est quand même une indication très forte. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'entrée de gamme de proximité. Je dis toujours l'entrée de gamme et pas le bas de gamme. Hein. Je fais très attention à ça. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Ouais. L'entrée de gamme, ce n'est pas… En France, on ne fait pas de bas de gamme. Justement, comme vous dit, on a des conditions de production parmi les meilleures au monde, d'ailleurs, qui a été reconnue en 2018. Et on a aujourd'hui une qualité de production qui n'est pas comparable avec, sur une gamme similaire, ce qui se fait dans certains pays. Donc, moi, déjà, je dis une bas de gamme, je ne connais pas en France. Ça n'existe pas. On importe du bas de gamme, mais on ne produit pas de bas de gamme. Par contre, on fait de l'entrée de gamme. Et moi, je suis extrêmement vigilant par rapport à ça. C'est parce que ce mot-là fait peur, l'entrée de gamme, justement, parce qu'il est très connoté. Et qu'aujourd'hui, cette entrée de gamme est en danger. Et elle est d'autant plus en danger que quand on vit une crise sanitaire où toutes les bourses doivent se nourrir et qu'il faut limiter les importations au maximum pour renforcer notre souveraineté alimentaire, qui est le mot d'ordre que l'on met en avant depuis mars dernier, en disant renforçons et nous ne nous tirons pas des balles dans le pied, parce qu'une fois que l'on fait partir les filières, et on parle effectivement pommes poires, ils en savent quelque chose, une fois qu'on fait partir les filières, c'est terminé. Il faut 30 ans, 40 ans pour structurer une filière, c'est du temps long, mais par contre, il faut très peu de temps pour la détruire. Ça va très, très vite. Et dernièrement, sur le sucre, on le voit bien, on peut entendre certains politiques qui disent oh, bah voilà, en France, on va arrêter de produire du sucre. Voilà. Donc, je ne citerai personne, mais tout le monde se reconnaîtra. C'est quand même grave d'entendre ça. C'est que on met 50 ans pour construire une filière, pour être autosuffisant en sucre, pour même créer de la valeur, exporter. Et puis, on nous dit politiquement que oui, si on ne peut plus produire, il va falloir s'en passer. Et ça, c'est une erreur stratégique fondamentale qui est économique, n'importe quel acteur économique ferait des bons en entendant ça, mais qui est surtout politique en termes de souveraineté. Si on ne produit plus en France, on va importer, voilà. Mais on va importer à des conditions de production qui sont encore pires que ce que l'on dénonce aujourd'hui en France. C'est Brune Poisson qui dit qu'on peut utiliser pour mettre un nom, c'est elle qui dit qu'on peut, après tout, utiliser du sucre polonais, que ce n'est pas un déshonneur. Elle n'est pas la seule. Non, elle n'est pas la seule. Non, on est Daniel Sauvette, sur les questions de compétitivité, vous y êtes confronté. Hein. Je rappelais tout à l'heure que la partie du coût de production consacrée à la main-d'œuvre est supérieure à 50% dans votre activité. Il y a une problématique de salaire, de rémunération. On ne va d'ailleurs pas se plaindre que les gens soient correctement payés chez nous. L'explication, c'est qu'ils sont mal payés chez les autres. Et puis, il y a aussi une limitation de l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, je sais que vous utilisez beaucoup le biocontrôle dans votre filière. Et d'ailleurs, que c'est très efficace. Vous avez créé une filière qualité qui est très appréciée. Les bergers responsables, je crois que c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Très apprécié. Quel est l'état de santé de cette filière aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, on va dire, plutôt bien. Au moins pour la stratégie verger co-responsable. C'est une charte qui est née il y a 25 ans, mais dont on a commencé à communiquer qu'il y a 10 ans. En fait, les 10 ans d'ailleurs aujourd'hui, on a l'Assemblée générale, quand je vais vous quitter à 10h tout à l'heure, et en fait, les 10 ans de verger co-responsable. Donc, ça marche plutôt bien. On a une bonne reconnaissance
par les opérateurs, mais également par les consommateurs. Donc ça marche plutôt bien. Et finalement, malgré toutes nos difficultés, jusqu'à aujourd'hui, on a encore une arboriculture qui investit, qui y croit. Et finalement, aujourd'hui, nous, le plan de relance que l'on attend, c'est plutôt un plan de relance politique, c'est plus que de l'argent. Ce que l'on attend, c'est de sortir de cette situation où on nous dit que quand on supprime une matière active en France, alors qu'elle est toujours autorisée chez nos collègues en Europe, c'est parce que nous sommes le phare du monde et nous devons montrer la voie au reste de l'Europe qui, bien entendu, comme un seul homme, va nous suivre. Et c'est ça notre drame, c'est que d'un côté, on nous dit que il faut être européen. On montre du doigt M. Orban en disant que ce n'est pas bien parce que finalement, en agriculture, c'est ce qu'on fait. On est en train d'urbaniser la politique agricole française en disant on va faire mieux que les autres et puis les autres nous suivront. Et entre-temps, eh bien, on met à mal toute une filière parce que les conditions de compétitivité sont pas bonnes. Et après, quand on évoque la Pologne, vous savez, si on refaisait l'histoire, l'entrée de la Pologne en Europe, qui était une chose magnifique, aurait pu ne pas avoir les mêmes conséquences. C'est-à-dire si on n'avait pas une Europe dont on dit qu'elle est là pour une politique libre et non faussée, concurrence libre et non faussée. C'est l'Europe qui nous a faussé la concurrence en inondant nos collègues producteurs polonais pour dire je vous finance à 100% avec des modalités diverses vos stations fruitières. On a vu un déversement d'argent qui fait que la Pologne est devenue le premier producteur, le deuxième pays producteur de pommes au monde pendant une année, derrière la Chine, devant les États-Unis. 35 millions d'habitants, on avait 5 millions de tonnes de pommes. Pourquoi ? Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. On se rend compte que ces investissements qui fait qu'on a investi à tort et à travers parce que ça ne coûtait rien, alors qu'on avait un pays qui avait un avantage extraordinaire, il avait la main-d'œuvre la moins chère d'Europe, ça aurait suffi. Et donc, quelque part, les choses se seraient faites naturellement. Nous, on avait un avantage de compétitivité technique, eux avaient un avantage de main-d'œuvre, et on aurait pu être un peu plus en douceur. Alors que là, ça a été très violent. Et donc, nous sommes mal, mais eux aussi sont mal. Et donc, c'est là où je demanderai aux politiques, quelque part, d'avoir plus de pragmatisme, de recul, et de ne pas considérer que l'arme de la subvention leur permet de changer l'ordre des choses. Il faut beaucoup de prudence en la matière. Alexis Roux de Bézieux. Moi, je pense qu'il demeure, alors c'est à la marge des marchés des poches de création de valeur. J'en veux pour preuve qu'il y a une forme du côté du consommateur, une forme de bascule. On a l'impression d'abord du conventionnel vers le bio et aujourd'hui du bio vers le local. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on le voit. Alors pas forcément le local. J'ai l'impression pour un certain nombre, alors je parle plutôt de clients urbains à la marge et autres, mais on voit aujourd'hui un certain nombre de gens qui vendent des fruits et légumes et à partir du moment où on met local, et ben en fait, on peut pratiquer des prix plus élevés. Je parle encore une fois vraiment de la marge. Hein. Je parle pas de la masse du marché. Et on le voit même à telle enseigne que certains des maraîchers, en fait, aujourd'hui, quand on prend, il y a un certain nombre de maraîchers qui ont le pouvoir, entre guillemets, parce que leur offre est valorisée soit par des restaurateurs, soit par autres, et c'est eux qui fixent le prix. Et à telle enseigne que les objectifs de contractualisation qui avaient été fixés par le ministère de l'Agriculture il y a quelques années, ils refusent de signer des contrats de contractualiser en disant nous, on a une quantité limitée de qualité. Si on est d'accord sur le prix, tant mieux. Si on n'est pas d'accord sur le prix, on trouvera quelqu'un d'autre. Alors, ça a été en partie battu en brèche avec le fait que les restaurateurs, notamment, soient fermés. Donc là, encore une fois, je parle vraiment c'est epsilon par rapport à la taille des marchés. Mais on sent quand même dans les marchés plutôt urbains, périphéries, dans lesquels il n'y a pas de pression sur le pouvoir d'achat, qu'il y a une demande de local. Je m'interromps parce que ça m'interpelle ce que vous dites là. Au cours des dernières années, et de façon assez constante, une partie de l'opinion réclamait du bio. Le bio, c'était le produit sain par excellence. Comme vous tous, hein, j'ai consulté sur Internet, j'ai tapé pommes phytosanitaires ou pommes traitement. Tapez ça dans la barre d'état de Google et vous avez des réponses, vous avez 3 ou 4 pages de réponses qui vous expliquent qu'en réalité, la pomme est le produit le plus traité du monde. Il y a même un site qui vous dit en substance qu'il faudrait la laver une quinzaine de fois avant de pouvoir la consommer. Bon.
évidemment, tout ça a été déconstruit par les experts, mais le bio était un peu l'alpha et l'oméga. Vous me dites aujourd'hui que finalement, c'est oublié, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et que la première variable de choix du consommateur, c'est le local, ou je n'ai pas compris? Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de mouvement vers ça et que dans le bio, en fait, et d'ailleurs, il y a un acteur du bio qui parle de la bio, un distributeur Oui. qui parle de la bio au sens de la responsabilité sociale de l'entreprise au sens large. Et nous, on voit un certain nombre de consommateurs qui se disent, oui, mais du bio, si c'est fait par des esclaves qui sont au Maroc et qui produisent ce dont j'ai besoin, ils se posent la question de la durabilité quelque part de leur choix. Alors, c'est pas, on n'est pas dans l'entrée de gamme, hein. On est dans une population plutôt éduquée, plutôt urbaine et qui a pas de problème d'élasticité prix sur la part du budget consacré à l'alimentaire, hein. Ouais. La bio, c'est une vision totalisante, au bon sens du terme d'ailleurs, une vision globale du bio. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les conditions de production soient bio, il faut aussi que les conditions sociales de production soient respectées, un revenu équitable pour celui qui produit, partage de la valeur, dans un environnement qui est sain. Enfin, c'est ça la bio en réalité. Donc c'est une vision un peu, enfin c'est une vision de la vie au fond, hein, plus D'ailleurs, que de la je crois que production. pour la première fois, la grande distribution a fait la majorité des volumes vendus en bio. Donc, il y a une forme de bascule avec les opérations d'acquisition de distributeurs spécialisés depuis 2 ou 3 ans qui fait que dans l'esprit du consommateur, la bio devient un sujet de distribution au sens classique ou de grande distribution. Vous voulez dire que, que le bio, on va reprendre cette formule, le bio c'est commodisé, pour reprendre une expression d'économiste. Ça devient une commodité, ça devient la règle courante. Alors, je ne suis pas expert ni filière ni distribution au sens large, mais j'ai l'impression que dans les villes, j'ai l'impression qu'une partie des consommateurs, oui, pour eux, le bio, enfin, on en trouve partout. Alors, il y a toujours une communauté qui va considérer qu'il y a des enseignes spécialisées, qu'elles ont une raison d'être, et c'est que par le cœur de la cible, mais sur le reste, une partie significative de la population peut consommer du bio ou a l'impression de pouvoir consommer du bio partout. Et il suffit de voir le succès des épiceries paysannes. Je vais parler de Paris pour le coup. Sur les 5 ou 6 derniers mois, on a vu fleurir un nombre d'épiceries paysannes, alors qu'ils ne couvrent pas l'ensemble des unités de besoin, avec une offre de produits locaux assez parcellaire. Et je peux vous en citer 15 ou 20 qui ont ouvert dans 30 mètres carrés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Bon. C'est intéressant ça, Daniel Sauvette, parce que en réalité, on voit qu'il y a asymétrie entre la croissance des volumes et la croissance de la valeur. Ce que décrit Alexis Roux-Bézieux, c'est l'émergence d'un phénomène de niche, probablement pour commencer en termes de consommation. Ça concerne les habitants des centres-villes, quoiqu'une grande partie de la population aujourd'hui est urbaine. Enfin, il y a l'urbain pur et dur, le périurbain, l'extra-urbain. Mais on voit quand même qu'une croissance de 1 à 2% des consommateurs premium, on va les appeler comme ça peut conduire à une augmentation asymétrique quasi exponentielle de la valeur pour les producteurs sur des bases qui sont d'abord favorables à l'agriculture française, non ? Oui, non, mais ce qui est vraiment très important et qui est notre force, c'est que les consommateurs adhèrent à l'offre française. Ils veulent acheter français. Et en matière de fruits et légumes, c'est extrêmement net. C'est-à-dire qu'ils attribuent de la valeur au local, ils aiment connaître d'où vient le fruit, le légume qu'ils achètent. Et donc, et on surfe quand même sur ce lien fort avec le consommateur, parce que ce qui nous permet de tenir avec nos prix de revient élevés, il faut que ce soit clair. Autrement, toutes les pommes seraient importées de Pologne, on nous regarde d'ailleurs en Europe quand on fait les statistiques en disant comment se fait-il que vous ayez ce niveau de prix en France ne vont pas ailleurs, et il vient vraiment de ce lien très fort que l'on a avec les consommateurs. Après, le bio,
nous, on vit quelque chose de très particulier avec la pomme. C'est que, évidemment, le message a été entendu par les producteurs sur cette demande de bio. Et donc, on a un phénomène de conversion de vergers qui a été assez important et qui reste fort. Et donc, on est monté de la production de pommes bio qui va bien plus vite que ne peut aller le segment dans la distribution du bio, puisque le bio revendique et nécessairement une valeur supplémentaire. Et donc, les acheteurs de bio dans les magasins spécialisés qui paient cher leur kilo, eh bien, aujourd'hui, cette clientèle-là n'est pas extensible. Donc, aujourd'hui, on a un rapport offre-demande qui devient en défaveur de l'offre et on commence à avoir des baisses de prix sur le bio en pomme parce Ça, que c'est intéressant. les clients préfèrent le local, ils préfèrent C'est ça la manger commodisation. ça leur va très bien. La commodisation, il faut qu'on soit prudent. c'est ça, en fait. Faut faire Alors, attention. dans la question, dans les questions que vous pouvez poser, il y a celle-ci qui m'est arrivée. Je vais la poser à Stéphane Sanchez. Ça me concerne, puisque la question est la suivante. Les agriculteurs partagent-ils votre enthousiasme, c'est le mien manifestement, en faveur du ministre de l'Agriculture, alors que le président de la République envoie des signaux contradictoires aux agriculteurs sur le glyphosate, des agriculteurs qui auraient besoin d'une vision de long terme. Est-ce que vous partagez mon enthousiasme, M. Sanchez, sur le ministre de l'Agriculture? Alors là, vous me tendez un piège dans lequel je Non. n'ai pas très envie de tomber pour évoquer, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel le syndicalisme n'aime pas trop s'exprimer, c'est sur les ministres qui passent. Parce qu'effectivement, on essaye quand même de ne pas s'accoler à des positions politiques bien déterminées, vous le savez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'énergie qu'il a déployée dernièrement notamment sur le cas de la jaunisse de la betterave, sur la pomme de terre, enfin sur certains sujets, est quand même remarquable. Il a quand même bien exprimé les difficultés. Il s'exprime très bien. Il est agro, hein, donc déjà ça aide. Et puis, il est aujourd'hui clairement pour une agriculture qui produit. Et non pas pour une agriculture d'aménagement du territoire. Parce que si je la fais courte, on a cette dualité qui peut s'exprimer. Soit on fait de l'agriculture pour nourrir les hommes et voilà, de la valeur, soit on fait une agriculture pour entretenir le paysage et faire du social. Et cette dualité-là, elle existe en fonction des courants politiques. Et lui, clairement, il a pris position pour une agriculture de produit, ce qui est rassurant parce qu'un agriculteur, il produit. Alors bien sûr, il entretient son outil de travail, qui, je le rappelle, est bien sûr ses terres et l'environnement autour, zootechnique et autres. Il entretient parce que, bien évidemment, la nature reprend vite ses comptes si on n'entretient plus. On peut difficilement faire de l'agriculture si on n'entretient pas un minimum ces terres et bien évidemment la faune qui va autour. Et ça, il faut rappeler aussi aux consommateurs qui ont l'impression qu'on produit comme ça de manière spontanée et que les choses se font naturellement. Non, la nature n'est pas très bonne avec l'homme et il faut le rappeler en permanence. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, il envoie des signaux quand même qui sont rassurants sur effectivement ce rappel qu'un agriculteur produit. Voilà. Je voudrais au passage vous poser cette question, puisque vous évoquez votre double fonction, production de l'agriculture, entretien du territoire. Faudra-t-il un jour payer les paysans pour cette mission de service public, au fond, l'entretien du territoire? On paye bien un service public pour entretenir le cadre urbain, pourquoi pas le cadre rural? Ils le sont déjà, pas payés, ils sont subventionnés. La PAC a déjà un volet environnemental fort et qui conditionne les aides à des respects de conditionnalités. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Les agriculteurs font des jachères mellifères, entretiennent des haies, bref, il y a des tas de mesures PAC. La PAC, c'est une énorme commode avec plein de tiroirs et ça existe déjà. Donc ça, il faut déjà le dire. Alors après, la PAC se verdit, c'est-à-dire qu'on a des… Alors justement, vous nous y emmenez tout doucement au sujet. Voilà. La PAC, je voulais qu'on l'évoque, la politique agricole commune, elle est réorientée, elle a été verdie, comme vous dites. De mémoire, c'est 20% du volume distribué de la PAC qui doit être consacré tout à la fois aux logiques de production, mais aussi aux logiques d'aménagement de l'espace et d'entretien de l'environnement. Comment vous vous sentez je reste avec vous, Monsieur Sanchez. Comment vous vous sentez, vous, par rapport à la PAC?
Bah, là aussi, comme je dis, c'est la PAC. Je crois que c'est M. Solette qui disait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a subventionné des stations fruitières en Pologne, ça va à l'encontre de la politique agricole commune, qui a l'objectif de garantir au niveau des agriculteurs des conditions de marché et le minimum de concurrence. Alors, c'est ce qu'on attend en fait. On souffre souvent de pas assez de PAC que de trop de PAC. C'est-à-dire qu'on souhaiterait que la concurrence vienne extra-communautaire. Or, on a des tas de situations concurrentielles qui viennent de l'intra-communautaire, ce qui n'est pas normal, que ce soit sur l'usage des produits phytopharmaceutiques qui peuvent avoir une autorisation de marché en France, enfin une autorisation de marché dans les pays voisins et pas en France, que ce soit effectivement la montée en puissance de certaines filières qui ont des conditions de production totalement différentes et qui donc pénalisent les conditions dans un marché totalement ouvert. Donc nous, on a de cesse de dire la convergence. Je vous rappelle qu'au premier pilier, on a une convergence très forte qui fait que ce qui a pu permettre l'arrivée des pays de l'Est et de faire qui puissent bénéficier d'aide directe du premier pilier. On a dû converger, etc. La zone du Grand Bassin parisien est une des zones qui a le plus effectivement perdu de cette convergence d'aide. Donc, nous, ce qu'on dit juste sur la PAC aujourd'hui, c'est on rappelle sa nécessité parce que c'est un coup d'air, la PAC. C'est une condition de sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on verse à l'hectare à peu près 200 euros l'hectare. Sur des prix, je prends un hectare de blé, sur des prix qui fluctuent entre 170 et 200 euros la tonne. Ces 200 euros l'hectare, c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que ça nous permet de pondérer à la fois la variation des cours, parce que là, on n'est pas dans la loi des Galim, on est sur les bourses internationales. Oui. Ça permet aussi, en termes d'aléas, de faire fluctuer les aléas climatiques. Voilà. Donc, M. Souhaite sait très bien que les aléas climatiques, on a de multiples aléas en agriculture. Tous les secteurs économiques n'ont pas autant d'aléas. Il y a des aléas économiques dans toutes les filières, des aléas politiques dans toutes les filières, mais l'aléa sanitaire, climatique, pour le coup, ça touche énormément le monde du vivant et ça, c'est une spécificité de l'agriculture. Donc, on a de cesse de rappeler que, attention, effectivement, il faut avoir des tiroirs qui permettent d'actionner certaines aides sur des systèmes spécifiques, sur des zones bien spécifiques. Personne ne dit que c'est plus compliqué de produire en plaine qu'en moyenne montagne, mais dans des zones en pente, etc., dans des terres moins profondes. Donc, tout ça est intégré. Il y a des aides spécifiques là-dessus. Donc, on le redit. Par contre, effectivement, dans les zones où on produit, sur la plaine, il ne faut pas effectivement tuer le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui, qu'est-ce qui amène la quantité pour produire des pâtes, avoir du sucre, avoir de l'huile, etc. C'est que la plaine, historiquement, si les agriculteurs sont venus produire ici, c'est que c'est là que sont les meilleures conditions agricoles. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la plaine ? On est face à des problématiques donc, de capacité de production. Donc, on nous enlève des capacités de production, donc des moyens de production, que ce soit les phytos, les engrais, etc. Donc, petit à petit, on vous déshabille. Et puis ensuite, on artificialise. C'est-à-dire qu'on vous grignote, les villes augmentent, et puis on vous bouffe de plus en plus de terres qui sont les meilleures terres de France. Et bien évidemment, et ça, c'est une autre grosse menace, de voir l'outil de production diminuer au fur et à mesure. Là, on a encore 6 millions d'hectares dans le bassin parisien. Dans quelques années, je vous dirais, on sera à 5 millions et quelques. Parce que chaque année, on perd un demi-département français en terre et souvent dans les meilleures terres agricoles. Donc, la PAC doit effectivement garder cette capacité à aider les systèmes les moins productifs, bien évidemment, on ne le dit pas, mais aussi aider les systèmes les plus productifs. Alors, c'est un débat qui se croise avec les projets urbains qui sont aussi des projets politiques. Vous savez qu'il y a dans les grandes villes, entre les écologistes et d'autres forces politiques, un débat sur ville dense, c'est-à-dire une ville très verticale, très dense, ou ville aérée. Bon, à ce stade, dans les villes qui sont dirigées par des écologistes, la politique, ce sera de préférer les arbres aux habitants. Donc, ça signifie, par voie de conséquence, des phénomènes de dilatation urbaine, dilatation horizontale de la ville. On est dans une logique où la ville va s'étendre et continuer de grignoter des terres utiles, comme vous l'indiquiez, Stéphane Sanchez. Alors, tout ça, Daniel Sauvêtre et Alexis Roux-de-Bézieux nous conduit à des questions sur la vision de l'État stratège. Est-ce qu'il y a d'ailleurs dans ce domaine un État stratège ? Il y a, au fond, à faire vivre ensemble des injonctions peut-être un peu contradictoires. La question qu'on vient d'évoquer, la ville, les logiques de production,
les logiques d'autosuffisance, ou en tout cas de souveraineté alimentaire. On va laisser de côté le mot autosuffisance, parce que ça n'a pas de sens dans un monde ouvert dans lequel les frontières sont poreuses. Est-ce que vous sentez, vous, Daniel Sauvêtre, l'incarnation d'une ligne qui serait un peu une ligne stratégique, un projet pour la France, un projet économique, humain, social pour la France, dans lequel vous auriez, vous, agriculteurs, et en substance la pomiculteur, poiriculteur, votre place? Ouf. Bon, pour ce qui est d'État stratège, non, très franchement, je ne le vois pas parce que je pense qu'on est tiraillé entre trop de contradictions. C'est-à-dire, moi, je partage le regard que vous avez sur le ministre de l'Agriculture. C'est un vrai bonheur que d'écouter parler d'agriculture. C'est la première fois que je m'y retrouve. Je trouve que c'est précis, que c'est technique, mais je vois aussi la contradiction qu'il peut y avoir avec le message qui peut venir de l'Élysée en disant je me suis engagé au Salon de l'agriculture à supprimer le glyphosate, j'y arrive pas en France, je vais secouer mes copains à l'échelle européenne pour qu'ils l'interdisent, comme ça j'aurais tenu ma promesse. Mais tout ça est fondé sur… Non, mais ça ne tient pas debout, ça. Hein. Ça ne tient pas debout. Non, ça ne tient pas debout. C'est là que je parle de contradiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir une vraie envie d'une agriculture forte en France et d'autre côté n'avoir pour message que la notion de changement de modèle, la notion de transition écologique, comme si jamais on ne vivait pas cette transition en permanence. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai l'impression qu'on ne cesse d'améliorer nos pratiques, on ne cesse de découvrir de nouvelles façons de produire, mais je ne vois pas ce que j'appellerais une rupture par rapport à un process continu d'amélioration et cette idée qu'il y aurait une agriculture industrielle et qu'il faudrait au contraire une agriculture paysan. Enfin, moi, je trouve qu'on n'arrive pas, c'est terrible, on n'arrive pas à avoir un soutien pour comprendre que la technologie qu'on met en œuvre aujourd'hui, quand on fait un hectare de blé ou de betterave ou de pommes, eh bien, on est à une forme d'optimum de ce qui peut être fait. Alors, on a encore des progrès à faire, mais il n'y a pas d'avenir à penser qu'on va avoir des jardins. Ou alors, et quand on parle de deux villes, moi, ce qui me frappe, c'est quand même d'avoir autant de capacité à expliquer que l'agriculture urbaine est quelque chose de fort et d'utile. Moi, je suis également, je vais à Bordeaux, il me faut 2 heures pour aller à Bordeaux, je traverse des embouteillages infinis et je vais dans des salles de réunion climatisées après avoir traversé des mètres et des mètres de béton et on va m'expliquer que les problèmes sont dans ma petite commune de Régnac dont je suis le maire et que sans doute que l'enfer climatique, il vient sans doute de la pratique de l'agriculteur avec son tracteur. Vous voyez, on n'a pas ce raisonnement d'ensemble équilibré, équitable qui fait qu'il faudrait faire tomber les idéologies et essayer de regarder avec plus de pragmatisme et d'intelligence ce qui nous arrive. Donc aujourd'hui, les contradictions idéologiques sont trop fortes pour qu'il y ait cette voie moyenne utile qui apparaisse. On est trop soumis aujourd'hui à cette croyance fabuleuse qu'il y aurait une agriculture qui n'aurait pas besoin de tout ce dont elle a eu besoin jusqu'à aujourd'hui et qui, par le miracle de la maîtrise des biotechnologies, mais surtout pas d'OGM ou autre, je veux dire des petits oiseaux, que tout ça, il suffirait de se coucher sous l'arbre pour attendre que la pomme tombe et que je la cueille. On est pris par ça. Oui, par les représentations. Oui. Donc moi, je soutiens notre ministre quand il dit des choses et que je trouve qu'avec beaucoup de courage devant les députés, il arrive à dire des choses que personne ne réussit à dire. Franchement. Il porte des messages difficiles. Voilà. Bon, une question pour vous, Alexis Roux de Bézieux. Est-ce que vos clients vous posent des questions sur traçabilité, utilisation de pesticides, respect de l'environnement? Est-ce qu'ils ont aussi du goût pour les labels? Est-ce que les labels les rassurent? Alors, le client, d'abord, le client, il a tendance à se plaindre d'infobésité. Donc, il est un peu perdu. Ouais, il est perdu et il ne sait pas ce qui est bien pour lui. Donc, il a tendance à déléguer toute partie de son panier de courses à un tiers qu'il juge de confiance pour plein de raisons. Alors, ça va être du bio sur certains produits, du français sur d'autres. Sur le label, l'impression que j'en ai, moi, c'est qu'il y a 2 labels, il y a un label qui a une vraie notoriété qui est l'AOC ou l'AOP. Il y en a un deuxième qui a une notoriété qui est le bio ou l'AB, même si quand on est un peu plus cultivé entre le bio, le label européen, le label français, c'est pas forcément
évident. Et puis après, il y a un troisième label qui est Label Rouge. Tout le reste, la collection des labels, à mon avis, ils sont illisibles. Et quand on parle même… Alexis, l'inquiétant pour le consommateur, c'est qu'il se multiplie. Vous avez vu les Nutri-Score, vous avez vu les labels Max Havelaar, commerce durable, etc. C'est l'idée du partage du prix. Il y a les AOP, les AOC, le bio. L'autre jour, dans une de mes émissions, un représentant de Max Havelaar est arrivé avec une tablette de chocolat. La moitié du packaging, c'était des logos. Comment vous voulez comprendre ça? Ça marche pas, quoi. Trop, c'est trop. Oui. C'est incompréhensible. L'IGP et le STG, je pense qu'il y a la moitié des Français qui ne savent pas ce que c'est. L'AOP, pourquoi une vraie notoriété. Le label rouge, même si on ne sait pas forcément ce qu'on met derrière le label rouge. L'AOP, on a des images de comté. Donc on sait que le comté est fait dans le Jura. On sait qu'il y a une forme à la fois d'indice géographique et de savoir-faire. Pas forcément bio, pas bio, mais le reste, à mon avis, c'est pour le consommateur, ça le perd plus qu'autre chose. Alors, pour conclure, peut-être… Pardon, oui. Non, allez-y, Alexis, pardon. Non, la question que vous posiez sur les villes, je pense qu'il y a un espèce de fantasme du retour à l'état de nature et qu'on pense que la pomme, c'est le grand-père qui la ramasse sous le pommier, comme le disait Daniel Sauvêtre. Et la crainte que moi j'ai du côté du commerce, c'est qu'à dépeupler les villes, on tue également le commerce parce que faute d'une population suffisante pour consommer, on va vider les villes. Et alors paradoxalement, on lutte contre l'artificialisation des sols et la périphérie. Et en même temps, si jamais on étend dans le sens de la largeur les villes, justement pour qu'elles soient moins denses, on va aussi faire disparaître le commerce et donc, d'une certaine manière, refavoriser la périphérie. C'est ça, c'est le périurbain, en réalité. C'est un peu l'idéologie de la naturalité que vous avez évoqué les uns et les autres, qui dit en substance, c'est un courant assez significatif aujourd'hui dans la population française qui a tendance à considérer la nature comme bienveillante, accueillante et bienveillante, ce qui n'est pas tout à fait le cas, et à minorer le travail des hommes, la part de l'humanité dans ce monde qui a rendu la nature acceptable et viable. Stéphane Sanchez, Daniel Sauvêtre et puis Alexis Roux de Bézieux, pour terminer, peut-être tour d'horizon, quelles sont, à votre sens, les uns et les autres, les quelques mesures qu'il faudrait prendre, la première mesure qu'il faudrait prendre pour remettre l'agriculture au centre des ambitions françaises, tout à la fois peut-être dans le plan de relance, mais aussi à l'échelon strictement européen. La France a été pendant longtemps le premier producteur de valeur agricole en Europe, dépassé aujourd'hui par l'Allemagne. Des pays, toute proportion gardée, des pays comme les Pays-Bas exportent plus que nous le faisons. Je dis bien toute proportion gardée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Stéphane Sanchez? Qu'est-ce que vous attendriez, vous, d'une grande ambition agricole française? Première mesure à prendre pour vous. La première chose, c'est que, et c'est ce qui est en train de se faire, les agriculteurs ont repris leur destin en main. Et ça, au niveau de leur communication, c'était une vraie révolution. Pendant des décennies, effectivement, on avait dans cette notion d'un peu d'État, un peu privilège, des relations de proximité très fortes, politiquement, avec les ministres de l'Agriculture, et on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et la montée en puissance grâce à ces réseaux sociaux, qui a été une caisse de résonance très forte pour les ONG, et puis leur changement de stratégie, ils sont passés, les ONG étaient sur les causes environnementales dans les années, ils sont passés sur le sanitaire dans les années 2010. Et voilà. Et donc là, ce changement de paradigme, les réseaux sociaux et des politiques qui se sont d'un seul coup sentis fragilisés par cette montée en puissance du mouvement écologique et associés à tout ça et qui ont forcément un peu lâché prise sur notamment des conditions de production qui a fragilisé les filières, l'élargissement de l'Europe, tout ce qu'on a dit. Tout ça, c'est une recette avec de multiples ingrédients qui ont tous créé une recette qui aujourd'hui fait qu'en France, nous ne sommes plus la première puissance agricole européenne. Moi,
dans les années 90, quand j'étais au lycée, on m'apprenait avec fierté que la France était le grenier à blé de l'Europe. Je ne sais pas si vous avez tous entendu ça, voilà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'école, on me dise qu'on ait la fierté que la France est le grenier à blé dans l'Europe. On va surtout leur dire qu'il faut arrêter d'exporter parce qu'on pénalise les productions locales outre mesure. Donc, il y a un changement quand même en plusieurs décennies. Le paysage a totalement changé. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement, quand les choses vous échappent, et je pense que les choses nous ont échappé, je le dis clairement, notamment dans la communication, il faut reprendre notre communication. Et donc, la première chose à faire, c'est de réexpliquer les bases de l'agriculture. Parce que l'ignorance, il n'y a rien de pire en terreau que l'ignorance. Et aujourd'hui, comme on le dit, hein, la France est de moins en moins rurale, les agriculteurs, ils paient, le dernier chiffre, c'est 400 000 exploitations, on pèse quasiment rien en actifs. Voilà, on a de moins en moins d'aïeux qui viennent de l'agriculture. Comme vous le dites, la ruralité baisse et l'urbanité augmente. Et donc, ce lien à l'agriculture et la connaissance même de l'agriculture se perd. Et donc, il faut reprendre ce que l'école ne fait plus. Parce que dans l'école aussi, il y a des courants. Il faut le dire aussi, c'est que l'école véhicule aussi plus cette notion de puissance agricole, etc., de cette mère fondatrice. La France s'est construite sur ses paysans, ses terres. Elle a une vocation d'exportation, de nourrir le monde. C'est ce qu'on est dit à l'école. Hein. Donc, à défaut de que les enfants puissent effectivement apprendre que l'agriculture est très importante en France, il faut prendre son bâton de pèlerin et réexpliquer comment aujourd'hui on produit, comment on explique. Et pour moi, l'enjeu est fondamental. C'est qu'il y a, si on enlève les extrêmes, il y a quand même une très grande majorité de Français qui adorent leurs agriculteurs. On a 80% favorables. On a donc un terreau explicatif énorme. Et par rapport à ça, il faut reconquérir le terrain de l'opinion publique parce qu'on l'a perdu. Hein, tout simplement. Alors, je ne suis pas certain que vous l'ayez totalement perdu. D'abord, il y a quelques indices. Cette année, il n'y aura pas de salon de l'agriculture, mais chaque année, le salon de l'agriculture, c'est entre 800 000 et 900 000 visiteurs. C'est 1% de la population française. C'est le salon le plus visité. Moi, je pense au contraire qu'il y a une assez grande connivence entre le public et les agriculteurs. Il y a eu, c'est vrai, un défaut de communication du monde agricole. Mais vous voyez, par exemple, j'ai sous les yeux là un garçon que je suis sur Twitter, François Arnoux, est producteur de céréales. Il fait une vidéo par semaine dans laquelle il explique, là, c'est utilisation des semences certifiées pour mes semis de céréales. Il le fait, il y a un film avec, et je vois se multiplier sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ces prises de parole des agriculteurs et en même temps des prises de parole qui sont extrêmement qualifiées. Des gens qui vous expliquent le métier, ils le font d'ailleurs avec un certain talent, des mots simples. Souvent, c'est avec un film en situation. Je regarde par curiosité, parce que ça fait partie de mon métier, je regarde le suivi de ces vidéos. C'est croissant. Vous avez des milliers de gens aujourd'hui qui suivent tout ça, et donc je pense qu'il y a un terreau favorable à reprendre la parole. C'est aussi un discours que je tiens depuis très longtemps, et de dire qu'il y a eu un défaut de communication des agriculteurs en France qui ont considéré que une fois que les produits étaient sortis de la ferme, c'était fini, ils les avaient vendus, alors que il fallait faire le service après-vente en matière de com, mais ils le font. Aujourd'hui, je trouve qu'ils le font vraiment très bien, même, très très bien. Daniel Sauvette, pour conclure, donc ambition française, il y a en plus des ambitions de santé publique, c'est ce qu'on appelle les externalités positives des politiques publiques, consommer des fruits et des légumes. On nous le dit, on nous le répète sur tous les tons. Comment vous inscrivez, vous, dans une ambition nationale pour l'agriculture française? Alors, là, il faut que je sois extrêmement court parce que j'ai mon assemblée générale qui commence. Allez-y, pardon. Oui, pardon. L'idée simple, parce que je crois que, en fait, c'est souvent quand on voit la réalité de ce qui se passe dans la durée que les prises de conscience peuvent s'améliorer. Donc, moi, je souhaiterais qu'on ait une publication mensuelle tous les 6 mois, tous les ans, d'un indicateur sur 20-30 ans où on voit quelles sont les courbes de la production de chacune des productions agricoles françaises, fruits et légumes autres, et qu'on voit la courbe des importations, de manière à ce que finalement, face au coup de menton où on explique qu'on veut telle ou telle chose, qu'on regarde quelle est la réalité, de manière à ce que cette réalité devienne dominante pour que chacun puisse partager non pas
qu'on hurle sur le toit qu'on veut une agriculture forte, alors qu'en fait, elle est en train de perdre pied. Je pense que ça pourrait être une façon de regarder plus en face ces réalités, donc de trouver les bonnes solutions. Très bonne idée. Au revoir et que je vous remercie infiniment pour ces échanges. Merci beaucoup, Monsieur Sauvette. Bonne réunion. C'est une assemblée générale, c'est ça. En fait. Et donc, Alexis. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir, Monsieur Sauvette. Moi, je partage ce que disait Stéphane Sanchez, l'éducation comme meilleur rempart et la compréhension, et puis retrouver la fierté et que le politique inspire une forme de fierté sur l'ensemble des secteurs dans lesquels la France a été compétitive pour qu'on cesse cette espèce d'attitude de société postmoderne et décroissance qui bat sa coupe en permanence. Mais votre public, il a un rôle à jouer. Le public des centres-villes, qui est souvent un public parfois un peu intellectuel, en tout cas des CSP+, des gens qui ont un rôle à jouer, qui peuvent être des porte-parole dans la société. Je suis d'ailleurs frappé de voir qu'il y a un écart très grand entre leur niveau d'éducation et leur niveau de compréhension de l'agriculture. C'est que ça fonctionne un peu sur la base d'idées reçues, mais vous avez vous-même un rôle de prescripteur à jouer. On a un rôle de pédagogie, on a un vrai rôle de pédagogie, et qui n'est pas simple, parce que ça veut dire qu'il faut là, on va commencer, là je parle pour moi en tant qu'opérateur de marché, entre guillemets, à communiquer notamment sur les réseaux sociaux, mais il faut trouver la bonne granularité, c'est-à-dire qu'il faut être court et simple, tout en étant impactant, tout en étant quand même donner un peu de technique pour que ce ne soit pas juste j'ai choisi ce producteur parce qu'il travaille bien dans un champ à proximité de Paris. Il faut faire rentrer quelque part la complexité et la technique et ce que c'est que la qualité avec des mots simples, parce que le temps de cerveau disponible est assez faible et que ce n'est pas évident pour le consommateur avec l'ensemble des sujets qu'il a abordés et l'abondance d'informations dont il dispose ou dont il est abreuvé de retenir ou de comprendre. Merci beaucoup, messieurs. Merci Alexis Roux-de-Bézieux. Merci Stéphane Sanchez. C'était une fois de plus passionnant. On a fait le tour des sujets d'actualité. Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère, Alexis, que les clients seront au rendez-vous avec une propension à acheter les bons produits au bon prix. Et pour vous, Stéphane, bonne fin d'année aussi. Merci beaucoup. C'est pas la période la plus active pour les grandes cultures là, en ce moment. En ce moment, on sème et on prépare le labour. Donc, ils sont dans les champs en ce moment quand même. Dans les champs quand même, exactement. Le tracteur peut promener en ce moment, oui. Suivez François Arnoux, là, dont je vous parlais tout à l'heure sur Twitter. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un qui s'appelle Doom, Rémi Dumery, qui chaque jour pratiquement poste une petite vidéo dans laquelle il explique ce qu'il fait en ce moment. Merci en tout cas, merci. Merci en tout cas. Bonne fin d'année au nom de Oui à l'innovation. Au revoir.